19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Cash sur table consacré à un sujet qui dérange autant qu'il interroge. L'état de nos prisons. Chez nous, aujourd'hui, notre pays compte plus de 1400 détenus pour à peine 10 000 places. Les médias évoquent des cellules surpeuplées, des conditions de vie indignes, des agents pénitentiaires à bout de souffle. Plus de 500 détenus dormiraient à même le sol, selon certains chiffres. Et la Cour européenne des droits de l'homme a une nouvelle fois condamné la Belgique pour traitement inhumain et dégradant. Alors, comment on est arrivé là et surtout comment en sortir? Et pour en parler ce soir avec nous, Khalil Awasti, député fédéral PS, membre de la commission de justice, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous, Mohamed Bercha, président de la CSC pour les prisons bruxelloises et agent pénitentiaire de terrain, bonsoir. Bonsoir. Alors je tiens aussi que le MR était invité, Philippe Goffin et notamment Youssef Ndichi n'ont pu répondre à notre invitation pour problème d'agenda. Voilà, c'est dit. On va commencer, si vous voulez bien, ce soir avec l'état des lieux, aussi les sanctions européennes, Khalil Awasti. Comment est-ce que vous décrirez un petit peu la situation actuelle des prisons belges? C'est une catastrophe et malheureusement, en fait, c'est une catastrophe à laquelle on ne souhaite trouver aucun remède, puisqu'il n'y a aucun investissement en fait dans la recherche de remède. Et donc c'est vraiment une gangrène, et cette gangrène se propage. Effectivement, il y a la question des condamnations européennes, mais avant même de parler des condamnations européennes, c'est simplement les conditions de vie en réalité des détenus, les conditions de travail des agents pénitentiaires et de tout le personnel en réalité dans les prisons, qui sont désastreuses et qui sont indignes de l'Europe occidentale. Et donc il faut pouvoir le dire ici, lorsque vous dites il y a 500 personnes qui dorment au sol, c'est un inédit, donc 500 personnes qui dorment au sol. Pour nos auditeurs, il faut s'imaginer, si vous prenez des matelas de 2 mètres, c'est comme si, à partir d'ici, vous étalez sur 1 kilomètre de longueur, en réalité, des personnes qui dorment par terre. Il y a aujourd'hui 1 kilomètre d'êtres humains qui dorment par terre en Belgique. Et la situation, malheureusement, ne fait qu'empirer de jour en jour, puisque là où on prétendait qu'il y avait certains remèdes qui devaient être prodigués, depuis des mois, il n'y a absolument rien qui va mieux. La population carcérale ne fait qu'augmenter, le nombre de personnes qui dorment au sol ne fait qu'augmenter, la situation en fait sanitaire dans les prisons ne fait que s'aggraver, les bâtiments en fait ne font que se détériorer, et donc effectivement ça c'est aujourd'hui l'image objective, même pas catastrophiste, objective de nos prisons en Belgique. Alors on va développer tout ça dans quelques instants, point par point. Je me tourne vers vous, Mohamed Bercha. Vous êtes chaque jour sur le terrain. À quoi ressemble, disons, une journée type dans une prison bruxelloise aujourd'hui en 2025? Je vais parler pour Aaron. Donc, on ne sait pas comment elle va commencer la journée. Parce qu'on dépend du nombre de personnes, du personnel qui sera présent. Donc, en fonction de ce qui est présent, on peut donner ou pas donner. Et voilà. Et alors, on a aussi une population qui est assez diversifiée, puisqu'on a des femmes, des internés. C'est une catastrophe, les internés, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour les placer, il n'y a pas de structure adaptée pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison. Voilà. Et c'est une population qui est fragilisée, qui a des séquelles psychiatriques. On est des agents pénitentiaires, on n'est pas formés pour ça. Et alors, le taux d'accident de travail, elle est en nette augmentation, elle est explosive. Donc, et tous les jours, on doit faire face notamment à ces matelas. Pour Aaron, ce sera inédit, puisqu'on va on va commencer à les avoir. Mais ailleurs, on parle par centaines, on parle pas par dizaines. C'est une centaine de bons hommes qui sont par terre, couchés, parfois à 3. Donc voilà, c'est une journée type. On ne sait jamais comment elle va commencer, on ne sait jamais comment elle va terminer, et on ne sait pas dans quel état on va sortir. Voilà un peu l'état des lieux. Khalil Awasti, est-ce qu'on peut parler d'une crise structurelle ou d'un simple manque de place finalement? Non, c'est une crise systémique. C'est une crise systémique qui a plusieurs facteurs. Je pense que le premier facteur, c'est de considérer et de continuer à considérer que la prison est la seule sanction possible. Ça, probablement qu'on en discutera, mais il faut pouvoir réfléchir effectivement. Est-ce que des internés ont leur place en prison? Non, et c'est pas juste nous qui le disons, c'est aussi des juridictions internationales, c'est des personnes qui doivent être soignées. Toute une série de personnes condamnées ont-elles leur place en prison? À mon sens, non. Elles doivent être aussi soignées. Je parle notamment des personnes qui souffrent d'addiction et dont on sait en réalité que la prison, ça n'est que mettre des gens dans une cellule, jeter la clé, les mettre entre parenthèses pendant X
distant et puis les faire sortir dans un monde qu'ils comprennent encore moins et qui va encore aggraver leur système d'addiction. Et donc, il y a cela, et puis il y a la volonté de ne pas investir dans quelque chose qui est perçu, il faut pouvoir se le dire aussi entre nous, malheureusement dans la population, comme le fait de, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont un peu mérité, et que par conséquent, s'ils l'ont un peu mérité, ça ne doit pas être non plus, c'est pas mon expression, mais je la reprends, ça ne doit pas être le Club Med. Or, je rappelle toujours à toutes et tous que la prison, c'est une privation de liberté, effectivement, mais ça n'est pas la privation des autres droits, et notamment de la dignité. Et justement, la surpopulation atteint un record historique. Comment expliquer une telle dérive? Vous avez parlé de manque d'intérêt, manque d'investissement. Oui, il y a un manque d'intérêt, il y a une politique carcérale d'abord qui considère que la seule réponse à tous les phénomènes de société, c'est l'emprisonnement. Donc c'est une vraie question et il faut pouvoir s'interroger. D'autres pays ont fait autrement et ce ne sont pas des pays moins sûrs pour autant. Prends les Pays-Bas, il n'y a pas si longtemps que cela, ils ont décidé de réduire considérablement leur capacité carcérale et ça fonctionne. Et les Pays-Bas ne sont pas un État moins sûr que la Belgique. Lorsque on emprisonne très vite, parfois trop vite. Le nombre de détentions préventives est énorme. C'est plus de entre 40 et 45% de détenus en Belgique qui ne sont pas encore condamnés, donc qui sont encore présumés innocents. Et donc, on enferme préventivement très, très, très longtemps, voire trop longtemps. Et puis, effectivement, il y a l'absence d'investissement. Vous savez, lorsque on dit que Saint-Gilles devait fermer le 31 décembre 2024, elle est toujours ouverte. Je vous invite à visiter Saint-Gilles. Il y a de la mérule au mur. Il y a des détenus qui dorment sans fenêtre. Sans fenêtre, on approche de l'hiver, il y a des détenus qui dorment sans fenêtre et qui sont obligés de se protéger du froid avec des cartons et des couvertures. Et il y a même des agents pénitentiaires qui distribuent des doubles couvertures par peur d'avoir des détenus morts de froid le matin au réveil. Il faut s'imaginer ce que c'est. L'Antin s'effondre sur elle-même. C'est n'importe quel autre bâtiment, ce serait à l'exception d'une prison, on le fermerait. Tournai, Mons, et on peut les passer en revue, sont tous des bâtiments qui sont vétustes. Oui, justement, Mohamed Bercha, votre regard sur ces conditions d'hygiène et d'alimentation, comment elles sont devenues finalement inacceptables aujourd'hui? Je vais rebondir un peu sur ce que M. Oresti avait dit. En fait, il y avait une volonté politique, c'est-à-dire, voilà, toutes les peines doivent être exécutées. Et donc, quand on parle de catastrophe, c'était une catastrophe annoncée depuis longtemps. Donc, sur le gouvernement précédent, on a dit, voilà, toutes les peines doivent être exécutées. Et alors, voilà, tout le monde en prison et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, tous ceux qui devaient être en bracelet ou attendre un petit peu leur condamnation, d'abord, ils rentrent en prison et on réfléchit après ce qu'on en fait. Donc, voilà. On ne revient pas sur les bâtiments. On l'a bien souligné ici. Ça va dans tous les sens. On ne parle pas que du bâtiment. Il y a les nuisibles. Il y a les rats. Il y a tout ce qui va avec les pigeons. C'est tout ça aujourd'hui dans des prisons vétustes. Et on a travaillé aussi là-dedans. C'est des conditions de travail aussi. Il y a les conditions de détention, mais il y a les conditions de travail aussi, et ça va de pair. Alors justement, le complexe de Harenne, il est présenté comme un nouveau complexe censé être moderne. Il est déjà saturé. C'est quelque part un échec de ce modèle. Oui, clairement. En fait, c'est présenté comme un village, mais c'est tous des blocs isolés des uns des autres. Si on a voulu séparer des détenus et du personnel, c'est le meilleur système qu'on a pu mettre en place. On se connaît pas, chacun s'organise en fonction du bâtiment où il est, mais on est séparés de tout. Donc, des condamnés, des prévenus, des internés, chacun est mis, séparément, et le personnel est mis, aussi séparément. Donc, si on a voulu se mettre, des étrangers entre personnel et détenus, on a réussi de ce côté-là. Mais c'est une catastrophe à Rennes, depuis toujours. Tout le monde le dénonce, la structure, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand pour assumer tout ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité, entre autres, et puis tout ce qui va avec, la formation, la réinsertion, l'éducation, tout ça. On y reviendra dans quelques instants. Khalil Ouesti, un nouveau complexe qui n'a de nom que de nouveau. Mais à Rennes, oui, c'est une prison neuve, à part que les critiques n'ont pas tardé à se faire jour. C'est-à-dire que c'était une prison, déjà, il faut pouvoir le rappeler, qui avait pour vocation de faire fermer et Forêt et Saint-Gilles.
Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que Forêt est fermée parce qu'elle était insalubre, mais que Saint-Gilles est malheureusement toujours ouvert alors qu'elle est insalubre, et que Berkendal, qui était l'ancienne prison pour femmes, a été transformée en maison de détention. Et donc, en fait, on a fermé en réalité un établissement sur 3. Et on a ouvert Aron, qui est un maxi-complexe. Les conditions de vie à Aron sont aussi, et c'est paradoxal, alors même que Saint-Gilles et Vétus, les conditions de vie à Aron sont vécues plus durement par les détenus et par le personnel pénitentiaire, en réalité, que par exemple à Saint-Gilles, où il y a, comme M. Berchel l'a indiqué, il y a plus cette collectivité, cette proximité et cette empathie, en réalité, pour des personnes qui sont dans le même bateau. Et donc, la question qui se pose aussi, c'est de savoir quel modèle carcéral on veut. Moi, j'ai toujours plaidé pour des mini-unités de détention. Donc, notamment, par exemple, ce qu'on appelle les maisons de détention. Mais ça peut être des mini-prisons. Parce que je reste persuadé que si on construit des établissements de 60 à 100 places maximum, on sait faire un vrai travail social et un vrai travail de réinsertion et un vrai travail de proximité. Lorsque on est dans un établissement pénitentiaire qui compte plus de 1000 détenus, c'est impossible de mener ce travail de proximité. C'est impossible de mener ce travail de réinsertion. Et à nouveau, je le dis, sans cela, c'est malheureusement, en fait, la porte vers la récidive assurée. Donc on dépense beaucoup d'argent, énormément d'argent, pour enfermer les gens pendant un certain temps, qui est le temps de la peine, pour ne absolument pas travailler à leur réinsertion. Oui. Et pour ne pas finalement en tirer un bénéfice pour la société, à savoir avoir une société plus sûre après, puisque la récidive est quasiment garantie à la sortie. Mohamed Bercha, comment vos collègues agents vivent-ils cette situation de tension permanente? Est-ce qu'on peut garantir la sécurité tant des détenus que du personnel dans ces conditions de surpopulation finalement? Non, on ne peut pas assurer, c'est impossible d'assurer ça. À partir du moment où vous impose quelqu'un, déjà pour les condamnés, déjà. Donc les condamnés, c'est un autre système, c'est une autre façon de fonctionner. Donc c'est des gens qui connaissent leur peine, qui sont en attente de peine, qui connaissent leur dossier, qui préparent leur sortie. En fait. Alors, si déjà vous leur collez encore une autre personne dans une cellule qui n'est pas prévue pour, avec les tensions qui vont avec, c'est ingérable. Donc tous les jours, on doit gérer la frustration des uns et des autres, le manque de personnel, parfois le manque de la sécurité, n'en parlons pas. Si vous êtes en sous-effectif, ben voilà, vous dépendez un petit peu. Et sur Aron, on dépend des outils informatiques, caméras, etc. Souvent, les interventions sont multipliées par 10, par 12. Tous les jours, il y a des interventions. Parce qu'il faut calmer l'un, parce qu'il faut calmer l'autre, parce qu'il y a des bagarres, parce que les promenades sont surpeuplées, parce qu'il y a une 50aine de détenus qui se promènent là, qu'il y a la moindre tension, parce qu'il y a aussi, il faut le dire aussi, il y a les largages. Et il ne faut pas oublier les largages. C'est largage. Donc, c'est de l'extérieur, on envoie que ce soit des substances stupéfiantes ou autres. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi, dans les prisons, c'est comme à l'extérieur, il y a un marché. Il y a des gens qui profitent de la détresse, il y a des trafics de stupéfiants, de téléphonie, de tout ce qu'on veut. Et il y a, dès qu'il y a une demande et une offre, des gens se font de l'argent en prison. Ils s'adaptent. Il ne faut pas croire que certains se font plus à l'intérieur d'une prison qu'à l'extérieur. Et donc c'est aussi un fléau qu'on doit combattre tous les jours, parce que la téléphonie, c'est quelque chose c'est vraiment un fléau chez nous. Et ailleurs, dans toutes les prisons, et les stupéfiants, n'en parlons pas, c'est quelque chose qu'on essaye d'endiguer, mais qui est très problématique dans les prisons. Oui, Mohamed Bercha, je rappelle que vous êtes président de la CSC pour les prisons bruxelloises. Est-ce que justement les syndicats et les ONG collaborent suffisamment pour essayer de leur côté de faire un petit peu la situation, ou bien chacun travaille de son côté un petit peu? Non, on crie tous la même chose depuis longtemps. C'est pas nouveau, que ce soit les syndicats, que ce soit les autres organisations, que ce soit les personnes ou les avocats ou la magistrature qui dit que voilà, c'est des conditions qui sont complètement... juste à Aron, on a construit un tribunal sur place. Déjà, ça a coûté je ne sais pas combien de millions d'euros, et il n'y a personne qui vient. Aucun magistrat depuis le début n'a dit qu'il ne voulait y aller. Et donc c'est un bâtiment qui est là, vide, abandonné, appelé travaux inutiles. Mais ça a coûté de l'argent, tout ça. Il y a un bâtiment à l'extérieur qui est là, qui peut accueillir 64 places. Et aussi abandonné. Quand on nous pose la question, on nous dit oui, mais ce bâtiment-là peut accueillir une soixantaine de personnes, mais il faut que ne peut être occupé que par des dossiers des dossiers, et ça concerne qu'une vingtaine de personnes dans tout Bruxelles.
Donc voilà, on a construit cette prison en disant voilà, ça va être la panacée des établissements pénitentiaires. C'est un trou sans fin. Et encore, sans parler, comme c'est un partenariat public-privé. Donc voilà. Votre réaction, Khalil Awasti, ce tribunal sur place notamment? Mais moi, ce que je dis, vous savez, moi, je tire mon chapeau aux agents pénitentiaires, parce que en réalité, ils vivent dans des conditions et ils travaillent dans des conditions qui sont terribles. Et ils sont conscients, en réalité, que leur sécurité, notamment, en fait, dépend aussi du bien-être des détenus. Plus ça se passe de manière pacifique en prison, plus tout va se passer en ce compris pour eux. Et malgré ça, on sait qu'il y a des agressions. On sait que c'est un métier qui est pas facile. Je prends un exemple, il faut pouvoir se le dire. De mémoire, M. Bercham me corrigera éventuellement. Je pense que le solde, en fait, de jours de congé des agents pénitentiaires pour la Belgique, c'est plus de 700 000 jours. 700 000 jours, simplement pour donner un comparatif, si vous divisez ça par 365, parce qu'en prison on travaille 365 jours par an, c'est comme si, au fait, il y avait 1900 agents pénitentiaires qui prenaient tous congé pendant un an entier. C'est pour vous dire, en réalité, le dévouement des agents pénitentiaires. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de quasiment 2000 agents qui pourraient prendre congé pendant une année entière pour rattraper ce solde. Et donc, on ne convienne pas encore les surcharger, parce que effectivement, s'il y a ces jours-là, c'est parce qu'ils doivent compenser les absences, ils doivent compenser les collègues malades, ils doivent compenser les collègues agressés, ils doivent compenser en réalité en heures supplémentaires toute une série de choses lorsqu'ils font des missions qui ne sont pas les leurs, comme par exemple devoir accompagner des détenus à l'hôpital parce que les détenus doivent pouvoir être hospitalisés, parce que la police ne remplit pas son rôle et que c'est les agents pénitentiaires à les accompagner. Et donc, oui, il y a effectivement, je pense, une conscience chez les agents pénitentiaires et chez tous les acteurs internes et les acteurs externes, puisqu'il y a pas mal d'associations, etc., qui entrent en prison pour essayer de faire du travail, que plus tout est apaisé, plus les détenus vont bien, en réalité, mentalement, physiquement et ainsi de suite, mieux ça va se passer pour tout le monde. Et je pense qu'il y a cette conscience collective, et heureusement. Mais après, on ne peut pas demander l'impossible aux travailleurs. Ils sont là, ils doivent être respectés dans leur travail, ils ont des missions légales, et on doit pouvoir les respecter pour ça. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Voilà, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour notre entretien. 19h-20h, casse sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités ce soir, Khalil Awasti, député fédéral PS, membre de la commission justice, et Mohamed Bercha, président de la CSC pour les prisons bruxelloises et agent pénitentiaire de terrain. Khalil Awasti, comment décrirez-vous la situation actuelle dans les prisons belges, et surtout, quelle est la position de votre parti, le Parti socialiste, sur cette surpopulation carcérale? Mais la position, elle est catastrophique, je l'ai dit. Il y a un manque d'infrastructures de qualité, il y a une surpopulation carcérale qui est liée à des choix politiques, il y a un désinvestissement dans le cœur, finalement, du système que sont l'humain et les agents pénitentiaires. Et donc, notre position, c'est, en fait, il faut d'abord en revenir à une situation normale. Je pense qu'il y a 11 000 places aujourd'hui qui sont au maximum, qui sont prévues dans notre pays. Il faut en revenir à une situation où on n'enferme pas plus de personnes que l'on a de places. Et donc, je pense que c'est possible en fonction des choix politiques qui sont réalisés. Premièrement, parce qu'il faut absolument trouver une urgence à cela. Deuxième chose, si on doit muter et on doit faire, je pense, un stop à la construction de nouvelles places. Je n'ai pas de souci à envisager la conversion de places, à se dire à un moment donné, les vieilles prisons sont remplacées par des nouveaux établissements de plus petite taille, entre 60 et 100 places maximum, qui permettent de faire un vrai travail social, un vrai travail de proximité, un vrai travail de réinsertion, pour que la peine, en réalité, qui a une fonction punitive, mais doit aussi avoir une fonction vertueuse et pédagogique, qui doit permettre la réinsertion, parce que l'objectif, au final, c'est de faire en sorte que les personnes sortent améliorées de là, et sortent pour se réinsérer dans la société, pour que la peine est une vertu. Et donc, il ne faut arrêter de construire, surtout pas construire à l'étranger, comme on peut l'entendre, oui. et dire à un moment donné stop, on limite aux capacités maximales et on convertit avec des petites unités d'établissement. Il faudrait repenser la manière dont on sanctionne, selon vous, alors? Mais la manière dont on sanctionne est en partie déjà repensée. Donc on va avoir un nouveau code pénal qui va entrer en vigueur en avril 2026. Ça a été un vrai travail. Et il y a vraiment un changement de paradigme dans ce code pénal, puisque avant, ce qu'on appelait les peines alternatives, donc par exemple
exemple, le sursis probatoire, la probation, la peine de travail autonome et ainsi de suite, deviennent en réalité des peines principales. Et c'est l'emprisonnement qui devient en fait la peine alternative dans la philosophie, de se dire l'emprisonnement doit être l'ultime remède. Et on doit faire en sorte comment on offre au juge un panel de sanctions suffisamment large que pour faire en sorte qu'il utilise la sanction la plus appropriée. Ça peut être une peine d'amende, ça peut être une peine de travail, ça peut être une peine de probation, ça peut être une peine de traitement à l'avenir, notamment pour des personnes qui souffrent d'addiction, une peine de traitement, et qui permet en fait de faire en sorte, qu'on n'enferme pas parce que l'enfermement coûte cher à la société avec pas beaucoup de résultats, et deux, qu'on choisisse une sanction adaptée qui permette une réinsertion optimale. Oui, on parlait en off tout à l'heure, il y a aussi des moyens de faire des économies en renvoyant tout ça. Oui, il y a moyen de faire des économies. Vous savez, aujourd'hui, un détenu coûte entre 70 et 75 000 euros par an à la collectivité. Un détenu. Il faut s'imaginer ce que c'est. 70 à 75 000 euros. Aujourd'hui, on a une surpopulation de 2000 détenus. Ce qui veut dire que cette surpopulation nous coûte annuellement 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, et je ne suis pas certain que ces 150 millions d'euros bénéficient en retour à la société. Par comparaison, aujourd'hui, un agent de probation, en réalité, suit à peu près une quarantaine de personnes et coûte à la collectivité à peu près 75 à 80 000 euros. Même si on devait diminuer et diviser le nombre de personnes suivies par 2, c'est-à-dire 20, le fait de choisir des peines qui ne sont pas la peine d'emprisonnement, en mettant un professionnel qui est chargé d'encadrer, de guider la personne, c'est un système qui serait, à mon sens, plus vertueux et qui coûterait 20 fois moins cher à la collectivité. Mohamed Bercha, du point de vue syndical, en tant que syndicaliste, quelles sont, disons, aujourd'hui vos principales revendications ? Je pense que ce sont les mêmes qu'hier, n'ont pas changé, ou ça a évolué aussi en fonction de l'évolution de la situation des prisons. Non, elles n'ont pas évolué, c'est toujours la même chose. C'est donner les moyens de notre travail, c'est-à-dire en matière de sécurité de personnel. On ne parle pas que les agents pénitentiaires, oui. On parle de tout ici, que ce soit les assistants sociaux, les psychologues, les psychiatres, les assistants administratifs. C'est tout ce personnel-là qu'on parle. On parle souvent, quand on parle des prisons, on parle des agents pénitentiaires. Il y a tous ces gens-là qui ont un rôle très important aussi dans le fonctionnement d'une prison. Et notamment, il n'y a pas que la surveillance, mais la gestion des dossiers. Chez nous, les assistants sociaux qui doivent s'occuper des détenus, en général, c'est une gestion dans d'autres prisons, c'est une cinquantaine de dossiers. Ici, ils sont en double. C'est 90 dossiers, voire 100 dossiers. Ils sont à bout. Ils sont fatigués, ils sont crevés. Et on tire sur la corde, on n'arrête pas d'alerter l'administration pour donner des moyens en personnel pour gérer ces dossiers-là, parce que le détenu, lui, qu'est-ce qu'il veut ? En fait, le détenu, c'est pas son problème, le manque de personnel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a un suivi de son dossier. Quand il demande une permission de sortie, un permis de congé, quand il doit aller à la commune, arranger ses papiers. Mais si déjà il rate, ou pour préparer son TAP, enfin, il y a plein de choses que le détenu doit préparer, mais c'est par manque de personnel, ou parce que l'assistance sociale, ou qui que ce soit ou le greffe, n'a pas géré son dossier, c'est reporté encore de 2 ou 3 mois. Donc c'est de la frustration. Ça aussi, ça parle de la frustration. Donc c'est le détenu, lui, il a un programme. Et il connaît encore mieux les règlements et sa situation personnelle. Il sait que s'il dépasse ces délais-là, c'est reporté, etc., etc. Et donc, ça amène de la frustration. S'il doit rencontrer un employeur et qu'il n'a pas son congé, c'est fini, c'est terminé. Ou que s'il rate une formation ou un rendez-vous pour une formation, c'est fini, c'est reporté encore une fois au calendrier grec. Et voilà, il y a des personnels qui sont importants, notamment que ce soit pour les infirmiers ou que ce soit pour les administratifs. C'est un groupe de personnes qui sont oubliées, parce que c'est des petits groupes, et on pense que finalement, voilà, si le dossier n'est pas géré maintenant, il sera géré plus tard. Mais le détenu, lui, il n'est pas dans cette attente-là. Et cette frustration-là, la première personne qui voit, c'est la chemise bleue, sa frustration, sa colère, c'est envers nous. J'ai pas vu le directeur, j'ai pas vu mon assistant social, j'ai pas vu où on est mon dossier, et donc tout ça, on est des éponges. Mais à un certain moment, cette éponge-là, elle prend plus rien, elle absorbe plus rien. Et alors, il y a un ras-le-bol collectif, et on ne sait pas de quelle manière, par des grèves, on voit que ça marche pas, ou par on essaie de dialoguer, même dans les concertations. Oui, mais même les directeurs de prison, ils sont démunis. Dernièrement, ils ont fait des actions pour alerter le politique, etc. Même nous, même le premier. C'est pas que la ministre de la Justice, même le Premier ministre, on essaie qui prend ce dossier à bras-le-corps, parce qu'ici, on est en souffrance partout.
Et ce système-là, tôt ou tard, va casser. Si on ne prend pas l'initiative maintenant, ça va s'écrouler de partout. Alors justement, vous parlez de la frustration des détenus. Est-ce qu'il y a risque de craindre une explosion de violence aussi quelque part ? Mais la violence, dernièrement, on a vu ça à Lantin et ailleurs, à certains moments, il y a aussi non seulement de la détresse, mais il y a des gens qui se suicident en prison. Hein. Il y a des gens qui, par détresse, par désespérance, ou parce qu'ils ils vivent pas dans un environnement où une prise en charge est suffisante, il faut pas non plus mettre juste une pancarte pour dire voilà, il est suicidaire. Ok, on est bien avec ça. Ben, l'agent dit ok, on va tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, on va aller voir si le bonhomme ça va, il respire encore. Mais c'est pas ça. Il y a une prise en charge. Il y a, comme dans la société, à l'extérieur comme à l'intérieur, il y a des gens qui psychologiquement sont très fragiles, où la seule manière de s'exprimer, c'est tout casser, brûler, foutre le feu à leur matelas. Il y a eu des morts par ça. À Rennes, il y a eu des décès par rapport à ça. Donc, et quand on sait, il n'y a pas que par les coups, par la violence, il y a aussi ils se violentent eux-mêmes. Donc ils se coupent, et c'est des appels au secours. Mais ça c'est pas un ou deux, c'est multiplié par combien dans toutes les prisons belges. Voilà, c'est un témoignage assez fort. Votre réaction, Khalil Awasti, face à la détresse des détenus et à la saturation du personnel. Mais vous savez, moi j'entends, et c'est dans le quotidien, c'est-à-dire que moi je comprends, vous savez, moi je visite des prisons. Il y a des prisons où on dit que parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents pénitentiaires, ils en sont réduits à 2 douches par semaine. 2 douches par semaine. Imaginez, donc on vit dans de la surpopulation, dans des conditions désastreuses en termes de salubrité, et on limite les détenus à 2 douches par semaine, et parfois même ces 2 douches, ils n'y ont pas droit parce qu'il manque du personnel et qu'ils n'arrivent pas à les sortir, et donc ça se réduit à 1 douche semaine. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on soit serein comme M. Bercha le dit, quand vous êtes dans un cycle, en réalité, de réinsertion, vous demandez un congé pénitentiaire parce que, en fait, vous savez que pour votre dossier, et pour vous-même d'ailleurs, il faut trouver un emploi, il faut trouver une formation professionnelle, que vous faites des pieds et des mains déjà depuis l'intérieur, c'est pas facile, parce que, en fait, il faut soit avoir de la famille, soit avoir des moyens pour avoir finalement des professionnels comme des avocats qui font le travail pour vous. C'est pas simple de déjà effectuer cette démarche depuis l'intérieur d'une prison. Vous avez des rendez-vous avec un employeur, vous avez des rendez-vous pour une formation professionnelle, pour un cycle, et ainsi de suite. Et parce que le personnel, il ne le fait pas exprès, mais parce que le personnel est saturé, il ne sait pas prendre la décision dans les temps et vous ratez votre opportunité de réinsertion. Pire encore, des détenus qui sont en fin de peine et qui ont le droit de sortir et qui sont détenus plus longtemps en réalité, alors qu'ils se disent mais c'est pas normal, on m'a dit que je devais sortir tel jour. C'est arrivé, et ça arrive encore, que des détenus restent en prison encore plusieurs jours, et en fait ils doivent faire des pieds et des mains, et puis parfois effectivement ça devient malheureusement un peu violent, pour que leur dossier soit pris en considération, qu'on le revoie et qu'on se rende compte effectivement que ce détenu devait sortir il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, en réalité de prison. Et donc ils font des jours supplémentaires de détention alors qu'ils devraient être libres parce qu'ils sont arrivés à fin de peine. Et ça, c'est la réalité quotidienne. Alors, Khalil Awasti, la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne. Est-ce qu'il y a finalement des conséquences concrètes ou c'est toujours sans suite ce genre de décision ? Non, apparemment pas. Donc on a effectivement été condamné à plusieurs reprises. Je dois aussi rappeler qu'il y a, au-delà des condamnations par les juridictions européennes, il y a aussi d'autres choses qui sont assez symboliques. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des mécanismes à travers les mandats d'arrêt européens pour en fait faire que les Belges qui sont condamnés dans d'autres pays européens viennent purger leur peine en Belgique. Et il faut savoir qu'il y a des juridictions nationales d'autres pays, en fait, qui révoquent ces décisions-là au motif que les conditions de détention sont indignes et sont constitutives de traitements inhumains et dégradants en Belgique. Et donc, il y a des décisions d'autres pays qui refusent que des Belges puissent être rapatriés dans les prisons en Belgique parce que les conditions s'assimilent à un traitement inhumain et dégradant. Et donc ça, c'est aujourd'hui la photographie qu'on a au niveau européen et au niveau international de notre système carcéral. Je ne suis pas sûr que ce soit finalement une belle carte de visite. Et chez nous, en ces temps de crise et des mesures Arizona, pourquoi l'avenir des prisons ne semble pas être, disons, en priorité sur l'agenda ? Parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique que de faire de ce dossier une priorité. La question, on entre, il ne faut pas se le cacher, dans une ère où les populismes sont de plus en plus importants, où la post-vérité est malheureusement quotidienne, et où la question de la dignité humaine et des droits humains en général n'est plus une question malheureusement qui est centrale dans le débat de société. On oppose
on oppose les uns aux autres. Et ici, en l'occurrence, on prend en considération le fait que si des personnes ont été condamnées, c'est qu'elles ont fait quelque chose de répréhensible, certes, donc elles sont condamnées, mais à nouveau, je répète, être privé de liberté, ça n'est pas être privé de dignité, et je pense que ça doit être même un dossier sur lequel on doit se pencher en priorité, parce que les droits humains et la dignité humaine sont fondamentaux, et si on commence finalement à brader ces principes et ces valeurs-là, on va commencer par les prisons, et puis progressivement, on va aller vers d'autres segments de la société. Votre sentiment, Mohamed Bercha, sur notre gouvernement qui ne semble pas prendre à bras-le-corps et mettre à l'agenda ce dossier des prisons? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je rejoins tout à fait ce que dit Westy. Ici, c'est de dire aux citoyens, bon, les voyous en prison. Voilà. Et c'est l'endroit où ils méritent d'aller. Donc vous êtes responsable de vos actes, vous avez été condamné, vous devez purger. Donc à partir du moment où on tient un discours en disant, voilà, quelle que soit la peine pour laquelle vous avez été condamné, vous devez faire de la prison, quel que soit que ce soit en 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. En fait, c'est une communication pour les citoyens en disant, vous inquiétez pas, voilà, tout acte répréhensible sera poursuivi et condamné. Mais il faut avoir les moyens de sa politique aussi. Il faut dire, oui, je les mets en prison, ok, pas de souci. Ok, comme on a souligné, il y a des règles, il y a des lois, pas de problème. À un certain moment, il faut donner aussi les moyens de sa politique également. Pas dire, bon, voilà, Pitcom, je viens à Rennes, je coupe le cordon, voilà, je fais les photos, et c'est bon, j'ai mon petit nom de ministre de la Justice qui est ouvert. Enfin, c'est ça qu'il y a eu, hein. Voilà. Et puis voilà. Et puis on dit que. Et c'est annoncé, on nous dit, on va pas savoir tenir ça, ce genre de programme, de mettre tout le monde en prison, etc. Et puis voilà, on arrive 2 ans, 3 ans plus tard à une catastrophe annoncée. Et maintenant, comment faire? Comment faire? Justement, on en parle dans quelques instants après notre dernière pause. À tout de suite. Cash sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos 2 invités pour la 3e et dernière partie de Cash sur table. Khalil Awasti, est-ce que le futur du système carcéral belge passe par la construction, vous avez dit non tout à l'heure, la réinsertion ou encore une révolution du modèle fondamentalement? Mais moi je suis un optimiste, donc je pense que ça passe par les 3 en réalité. Il faut d'abord en fait réformer la pensée, et il faut habituer en fait aussi, il faut, je pense, faire confiance à l'intelligence des gens et les habituer à ce qu'une sanction pénale, ça ne veut pas dire automatiquement un emprisonnement, ça peut être plein d'autres choses, et ça doit être plein d'autres choses. D'abord, qui doit permettre en réalité de mieux adapter la sanction et de mieux réinsérer, de mieux sensibiliser au comportement délinquant, de mieux faire prendre conscience finalement l'auteur du comportement délinquant ou criminel de son comportement, des problèmes qu'il a engendrés, de la manière dont il doit réparer et de la manière dont il doit se réinsérer. 1. 2, je pense que ça passe par un stop et un moratoire en réalité de la construction de nouvelles places. On est à 11 000 places en Belgique, c'est suffisant, c'est proportionnellement plus que chez nos collègues aux Pays-Bas. Je pense que c'est même proportionnellement plus que chez nos collègues en France, qui n'ont pourtant pas un système carcéral par 10 000 habitants. 1. Et 2, il faut surtout veiller à ce que les vieilles prisons soient fermées et remplacées, si on est dans un mécanisme de substitution, non pas par des maxi-prisons, mais par des petites unités qui permettent de faire un vrai travail avec les détenus. Alors, quelle place, justement, donner à la prévention de la récidive dans les politiques publiques, pardon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune. Aujourd'hui, en fait, tout le monde parle de récidive et tout le monde parle de prévention de la récidive, mais aujourd'hui, la prison, c'est une école de la criminalité. Ce n'est rien d'autre que cela, malheureusement. C'est pour ça que je dis, on fait rentrer des petits délinquants dans une fabrique à criminels. Et donc, on les fait rentrer pour une période de 1 mois à 3 ans maximum, et ils se confrontent à de la grande criminalité, et là où c'était de la petite délinquance, en fait, on les fait rentrer dans l'école, dans une fabrique à criminels. C'est complètement absurde. Je pense qu'il y a autre chose à faire. 1, et de 2, à nouveau, je le dis, vous savez, la prison, ça ne peut pas simplement être une parenthèse où on met, en fait, le temps sur pause. On dit aux gens, là, toute la société évolue. Toute. Autour de nous, la société évolue. Et en fait, les gens restent dans un moment, en fait, ce qui est le moment dans lequel ils sont rentrés en prison. Et puis, lorsqu'ils en sortent, la société a évolué. Ils ne savent plus à quoi elle ressemble. Ils sont complètement déphasés. Ils n'ont pas acquis une seule compétence supplémentaire à valoriser. Au contraire, parce qu'ils ont un trou sur leur CV, ils ont un casier judiciaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Ils n'ont rien acquis parce qu'il n'y a pas de mécanisme de réinsertion, il faut pouvoir le dire. Il n'y a pas de politique de réinsertion en Belgique. Donc, ils n'ont acquis aucune nouvelle compétence à valoriser. Et on leur dit, allez-y. Pour les plus chanceux, ils ont de la famille qui peut les accueillir. Pour les autres, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien. Et on leur dit, allez-y et surtout réinsérez-vous. Enfin, je pense que pour ceux qui arrivent, très sincèrement, c'est de l'ordre du miracle. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tout autre chose. C'est pour ça que je parlais d'accompagnement, d'investir dans l'accompagnement, d'investir dans une réelle insertion et de se dire que cet accompagnement et cette réinsertion doit se faire en dehors des murs d'une prison. Justement, Mohamed Bercha, est-ce que les agents sont formés pour accompagner les détenus vers cette réinsertion possible ? Nous, on a un accompagnement de terrain, on n'a pas un accompagnement pour les accompagner dans la démarche qu'ils font à l'extérieur. Je rejoins tout à fait ce que dit M. Ovesti. Si dans les prisons, il n'y a pas de formation qualifiante. Quand ils sortent pour demander un emploi, le trou qu'il y a, c'est tiens, pendant cette période-là où vous étiez, et dès que vous avez un casier judiciaire, c'est fini, c'est terminé. Voilà. En fait, le rôle, il n'y a même pas ni le forum, ni l'orbem, il n'y a rien en prison. Il y a pas de, en fait, il y a tout je pense que tout des. Comment je vais dire ça, à l'extérieur des accompagnements qui peuvent se faire pour la recherche d'un emploi, pour la recherche d'un logement, etc., mais qui n'existent pas en prison. Comment voulez-vous que quelqu'un cherche un emploi s'il se présente au premier... et tout le monde fait la même formation, c'est ça qui est délirant. Et à l'extérieur, on va chez le même employeur. C'est le premier qui trouve quelque chose, il dit voilà, moi par chance j'ai trouvé là, et tout le monde va par là. Mais la filière, elle est tarie, elle est terminée. Et donc ici, et la récidive, c'est vrai, mais je veux dire déjà le niveau d'instruction, il y en a qui ne savent ni lire ni écrire. Ils sont nés en Belgique. Ce sont des Belges. Ils ne savent ni lire ni écrire. Et quand ils écrivent quelque chose, sur un papier ou une demande, ils écrivent d'une manière phonétique. Moi, je vous défie de comprendre ce qu'ils disent. Et parfois même, heureusement que de temps en temps, ils peuvent passer par des détenus qui peuvent écrire pour eux, mais il y a une illettrisme, mais ce serait hallucinant de savoir un petit peu le niveau d'instruction des détenus. Et c'est là que ça me faudrait commencer. D'abord, l'instruction, remettre à niveau, parce que voilà, demander un emploi, c'est pour savoir se présenter, savoir écrire, savoir faire un CV correctement. Et tout ça, il y a des lacunes par le parcours scolaire qui s'est arrêté très tôt. Mais c'est un chemin, mais je veux dire, je comprends la récidive. À un certain moment, quand les obstacles deviennent de plus en plus importants, de plus en plus grands, à un certain moment, vous vous retrouvez dans le même quartier, vous fréquentez les mêmes personnes et vous retombez dans les mêmes travers. Justement, le numérique et l'éducation en détention peuvent devenir des leviers de changement et de réinsertion dans le tissu social. Est-ce que c'est réalisable selon vous ? Mais ils doivent, je pense, je l'ai dit, et c'est pour ça que je dis que plutôt que de privilégier l'emprisonnement bête et méchant, je pense qu'effectivement, passer en réalité par des agents de probation, faire en sorte que les gens soient moins incarcérés, faire en sorte que des gens soient suivis par des professionnels de la réinsertion, qu'ils soient adéquatement redirigés vers des organismes d'enseignement, de formation professionnelle, et ainsi de suite, et les accompagner dans ce parcours pour faire qu'ils trouvent une raison pour se lever le matin, qu'ils trouvent une raison, en fait, pour simplement réparer, puisqu'il y en a beaucoup en réalité qui sont condamnés. Et il faut penser par exemple aux victimes aussi, qui sont condamnées sans un franc. Et il y a des victimes qui attendent réparation et qui n'ont rien pendant des années. Pour pouvoir réparer, il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut pouvoir travailler. Et donc simplement, si on veut que ce cercle vertueux soit en fait clos, à ce moment-là, il faut permettre aux gens de gagner leur vie pour se réinsérer, pour réparer et pour aller de l'avant. Sans quoi, ils restent avec un boulet qui est le boulet de l'emprisonnement. Et ce boulet les traîne vers le fond et ne fait que ce que l'on voit aujourd'hui en Belgique. Malheureusement, ça mène à de la récidive. Il y a aussi la santé mentale, dont on parle peu, la santé mentale des détenus qui est quelque part un sujet tabou. Comment on peut la prendre en charge correctement ? Déjà, si le citoyen normal a déjà des difficultés à trouver des centres pour une aide psychologique, alors imaginez pour les détenus. Les détenus pratiquement pas tous, mais beaucoup de détenus rentrent abîmés. Parce que par la consommation de stupéfiants, par autre chose. Et donc, voilà. En fait, la prison sert à cacher ces personnes-là de la société. Voilà. Il ne faut pas qu'ils traînent en rue, il ne faut pas qu'ils... faut pas les voir. Il ne faut pas les voir, il faut les cacher. Et donc, les endroits où il faut les cacher, c'est dans les prisons. Et parce que par lâcheté ou par manque, ou parce que c'est une population pour laquelle on dit, voilà, ils sont dans un endroit où finalement, ils seront bien...
bien suivis, on leur donnera à manger, ils seront au chaud, ils pourront avoir une douche tous les jours. Mais non, c'est pas ça. Et en plus, on n'est pas adapté pour ce genre de public. C'est une population qui doit avoir un suivi psychiatrique, avoir un parcours, je veux dire, pour revenir en société. Mais si c'est pour les... En fait, réellement, on les cache. Et on ne veut pas les voir et on les met en prison. Voilà. Et sans perspective. Oui. Vous pensez que notre société n'est pas prête à considérer le détenu comme un citoyen en reconstruction, finalement? Mais je pense que c'est en fait l'inverse, c'est-à-dire que notre société attend du détenu qu'il soit un citoyen en reconstruction, mais que l'État ne fait rien pour faire en sorte que ce détenu soit un citoyen en reconstruction. Je pense que tout le monde, en réalité, alors je peux entendre les victimes, les familles de victimes, etc., qui considèrent que la sanction est importante. Mais il y a aussi beaucoup de victimes et des familles de victimes qui considèrent que la sanction est importante, mais qui veulent aussi éviter que la personne qui les a rendus, en fait, victimes ou familles de victimes, ne recommence après, finalement, l'exécution de cette sanction. Parce que sans quoi, en fait, il y aura d'autres victimes. Et donc, ils n'attendent pas de cela. Et donc, il faut pour cela sanctionner, certes, réparer, je vous l'ai dit, les victimes dans ce qu'elles sont, mais il faut aussi réparer les détenus. En fait, il y a toute une série de détenus qui sont malheureusement aujourd'hui inaptes à la société, et c'est pour ça qu'ils ont commis des infractions. Et donc, il faut les rendre aptes à la vie en société et leur donner en réalité les moyens de pouvoir se réinsérer. Malheureusement, ça ne se fait dans toute une série de situations pas seul. Alors, on a aussi, avant de nous quitter, d'autres questions, 2-3 avant de nous quitter ce soir. Est-ce que vous imaginez des priorités qu'il faudrait mettre en avant? Allez, on prend une date 2030 pour sortir de la crise. Et si vous avez des priorités à prendre, lesquelles seraient-ce? Je l'ai dit, donc, faire un moratoire sur la construction de prisons. Oui. Les prisons, plus on les construit, plus on les remplit, et jamais on ne les ferme. Donc ça, et Saint-Gilles en est la meilleure preuve. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le plus vite possible, en fait, convertir les maxi-centres de détention qui sont aujourd'hui vétustes en petites unités pour réinsérer. Et 3, libérer très rapidement et avoir une autre politique pénitentiaire, que ce soit en matière de détention préventive ou en termes de condamnation. On enferme trop tôt, trop vite et trop longtemps. Mohamed Bercha, quelle serait, d'après vous, la priorité ou les priorités, des priorités pour mettre en œuvre, pour essayer de sortir de la crise ou du moins atténuer cette crise? Je pense que c'est au législateur la prison, on est les acteurs de la dernière chaîne de la justice. Donc c'est au législateur de réfléchir à améliorer ou à revoir les conditions de détention, à revoir certaines règles, comme la préventive en Belgique, mais je veux dire après 8, 9, 10 mois de préventif, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc vous êtes condamné, pour des petits faits, vous êtes presque à la fin de votre peine quand vous êtes condamné. Pour certains, pour les délits moyens. Et ici, par lâcheté, les maisons de détention, au début, c'était pour les gens qui étaient de moins de 3 ans. Maintenant, pour faire des places, on fait de moins de 5 ans. Et on retrouve même des gens avec des dossiers lourds qui se retrouvent dans des maisons de détention et qui récidivent parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce que les maisons de détention, c'est une bonne idée, mais mal gérée, mal pensée. Il y a les mauvais acteurs qui occupent le terrain. Voilà, c'est des agents pénitentiaires. Si c'est pour les accompagner au foot et au cinéma, l'objectif est raté. Ce qu'il faut, c'est un accompagnement sérieux. C'est-à-dire que, bien que s'ils disent qu'ils vont rechercher un emploi, il faut être sûr qu'ils recherchent un emploi. Si on dit qu'ils cherchent un logement, il faut être sûr qu'ils cherchent un logement. Des preuves de recherche, etc., etc. Mais s'il y a personne qui est derrière ça, et qu'on sert de ces maisons de détention, c'est des petites unités, comme aussi le souhait, et on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si c'est pour dire, voilà, ils sont en fin de peine, ou pour les petites peines, on va les mettre là. Mais que derrière ça, il n'y a pas de suivi sur laissés à eux-mêmes. Et puis on ne sait pas, oui, j'ai trouvé un emploi. Oui, donc, c'est bien possible. Mais en général, c'est quoi? S'il a de la chance, il trouve un petit contrat d'intérimaire, il le montre, j'ai trouvé un petit contrat d'intérimaire, ok, on voit qu'il fait des efforts, etc. Et puis ça s'arrête là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. La détention n'est plus une solution pour mettre des gens pendant 8 ou 9 mois de préventif. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de la pauvreté. C'est des gens pauvres, les détenus. Pour certains, il faut s'imaginer que la grosse majorité, leur seul moyen de pouvoir acheter dans les prisons, c'est travailler. Et à Aachen, on est arrivé à ce que le travail soit partagé.
C'est-à-dire que pour que tout le monde puisse avoir un petit peu de sous, on partage le travail. Voilà, encore, on est en 2025 et on est là à partager le travail pour 90 cents de l'heure, à 7 € par jour. 7 € par jour. Une dernière question avant de quitter, le temps passe très très vite. Khalil Awasti, si vous avez un message à faire passer notamment au ministre de la Justice, notre ministre de la Justice, quel serait-il ? Avoir une vision et vider les prisons. Je pense que ça servira tout le monde, puisque je pense sincèrement qu'on peut en revenir à 11 000 détenus sans causer de problème d'insécurité en Belgique. Ça servira les détenus, ça servira le système, ça servira l'ensemble des travailleuses et des travailleurs dans les prisons, parce que ça soulagera tout le monde et ça permettra d'en revenir à un fondamental, c'est-à-dire une politique pénale qui soit au moins digne. Et ça, c'est important. Mohamed Vercha, si vous avez un message à adresser à notre ministre de la Justice. Ça va être simple, il faut être à la hauteur de la fonction, ce qui n'est pas le cas. Donc on a le costume, mais il faut savoir rentrer dedans. Et pour l'instant, je ne vois rien ou aucune initiative qui montre qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires, sauf des sorties comme le Kosovo et ailleurs, qui a niqué une tête. Voilà, il faut être à la hauteur de la fonction, il faut rentrer dans le costume et il faut se battre pour son département, parce que la justice est un pilier important de nos démocraties et pour l'instant, elle est dans le commun. Voilà, des messages francs et massifs de Mohamed Vercha, président de la CSC pour les prisons bruxelloises et agent pénitentiaire de terrain. Également avec nous, Khalil Awasti, député fédéral PS, membre de la commission de justice. Merci, messieurs, pour vos éclairages. Merci. Et c'est ainsi que l'on referme notre édition de Casse sur table. Une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.